Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de JDA Paresseux. Aujourd'hui, avec vous, je veux décoder, vous aider à comprendre un phénomène dans les jeux de rôle qui existe depuis maintenant plus de 15 ans, en fait, et qui est les PBTA. Vous avez sûrement entendu parler de cet acronyme-là. En fait, PBTA, c'est pour Powered by the Apocalypse, parce que c'est inspiré d'un premier jeu qui s'appelait Apocalypse World. Donc en français, on peut dire propulsé par l'Apocalypse. Souvent, on entend parler, puis on a peut-être des vagues idées de qu'est-ce que ça veut dire. On entend parler de certaines mécaniques qui reviendraient souvent. On parle par exemple de rouler 2d6, de trucs qui s'appellent des moves, des actions plus narratifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que c'est vraiment un PBTA? Donc, je veux aujourd'hui vous expliquer rapidement en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que ça pourrait potentiellement être quelque chose pour vous. Donc, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un PBTA, justement? En fait, c'est pas un système, c'est pas des normes rigides ou c'est pas des mécaniques qui doivent absolument être là. Parce qu'on pense aux dés que je disais, les 2 D6, ben en fait, il y a des PBTA sans dés. Il y a des PBTA sans maître de jeu, et il y a des PBTA qui jouent avec beaucoup des conventions que je vais aborder, comme les livrets par exemple. Euh, qui remplace les classes de personnages. Donc, c'est pas tant un système qu'on pourrait juste euh, imposer dans des nouveaux univers. Ben, en fait, on peut le tenter de simplement reprendre, faire ce qu'on appelle des hacks de d'autres jeux, ça se fait, mais c'est pas ça l'esprit des PBTA en soi. Qu'est-ce qu'un PBTA? Ben, ce que disent les auteurs, les Baker, donc Megay et Vincent Baker, c'est que n'importe qui décide de s'inspirer d'Apocalypse World ou d'un autre des PBTA peut dire que c'est un PBTA. Il n'y a pas vraiment de définition rigide. Mais la façon dont eux le conçoivent, et donc moi aussi, c'est que c'est une philosophie de design bien particulière. Et entre autres, Vincent Baker a écrit un article là-dessus, puis je vais reprendre un peu ses idées pour vous le présenter parce que je trouve que c'est une vraiment bonne façon de parler de cette philosophie-là. Et à la base de cette philosophie-là, il y a la conversation. Donc, on peut penser que la majorité des jeux de rôle, c'est des conversations et c'est vrai. Soit avec le maître de jeu et les joueurs entre eux, même les joueurs ou le maître de jeu avec le jeu. Mais cette conversation-là est toujours basée sur qu'est-ce qui se passe sur la fiction et après qu'est-ce qui se passe dans le monde réel. Donc, le but dans un PBTA, c'est que cette conversation-là soit dynamique, soit engageante. Et c'est pour ça que ça devient une espèce de montagne russe. Euh, puis, la conversation, c'est en fait la fiction en premier. C'est la fiction où il se passe quelque chose. Par exemple, je décide d'attaquer des ennemis ou je décide de me sauver ou je m'ouvre à mon coéquipier ou ma coéquipière. Dans Masks, par exemple. Et ça interpelle. Certains trucs dans la fiction interpellent des mécaniques. Par exemple, des actions, on va y revenir. Puis ces actions-là, donc, on les roule nous-mêmes, on va les lire dans les règles, on les roule, donc ça nous interpelle nous dans le monde réel. Mais après, la chose la plus importante, c'est qu'après, ça revient dans la fiction. C'est-à-dire que les mécaniques des PBTA doivent avoir un impact sur la fiction pour que la conversation continue d'aller comme ça. Donc, il y a toujours une explication dans la fiction, puis il doit toujours avoir une conséquence intéressante. Normalement, on va dire dans un PBTA que si vous avez roulé puis c'est rien passé d'intéressant, soit les règles ont été mal comprises ou qu'en fait, il fallait pas rouler au départ. On va revenir un peu à la fin sur le principe de fiction first qu'on entend souvent, mais c'est ça en gros. Donc, pour comprendre, pour aborder les PBTA, je pense que c'est important d'y aller avec la structure qu'a développée Vincent Baker. Puis encore là, c'est pas tant un guide de comment faire un PBTA, comme étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est plus que quand ça a été conçu, Apocalypse World, le premier, il a été conçu comme, imaginé comme un oignon, donc différents niveaux, mais il y a un cœur là-dedans. Puis les niveaux subséquents sont plus ou moins importants, ou du moins s'imbriquent, mais ils peuvent quand même potentiellement se détacher. Et tant qu'on donne de l'importance au niveau qui est en dessous. Vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais donner quelques exemples. Donc, dans cette structure-là en oignon, le cœur, on le dit, c'est la conversation. Puis cette conversation-là, dans un PBTA, est encadrée, par exemple. C'est ça qui fait que c'est un jeu. Mais à la base, avant même d'aller à rouler des dés, comme je l'ai dit, ça se peut des PBTA sans dés. Avant même de rouler des dés, c'est couvert par deux choses, les agendas et les principes. Généralement, dans beaucoup de PPTA, ça s'adresse surtout au maître de jeu, ou qu'on appelle le MC, le maître ou la maîtresse de cérémonie. Mais en fait, il y a de plus en plus de jeux que je vois qui intègrent des principes aussi pour les joueurs et les joueuses. Parce que dans le fond, on participe tous
et toutes à cette fiction-là, tu sais, puis on essaye tous d'aller dans le même sens. Puis c'est ça que ça permet. Dans le fond, l'agenda, c'est vraiment, j'en mets au nombre de 3. C'est 3 grands objectifs qu'on veut faire avec cette partie-là, de ce jeu-là. Généralement, sont adaptés au type de setting, au type d'histoire qu'on veut raconter, mais il y a généralement, en troisième position, toujours jouer pour voir qu'est-ce qui arrive. C'est donc dire que dans PBTA, il y a l'idée que c'est pas un maître ou une maîtresse de jeu qui arrive avec son scénario, puis les autres font juste jouer dans son scénario, un peu comme des spectateurs. Euh, dans un PBTA, normalement, le maître de jeu aussi est là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez me dire, oui, c'est vrai dans la plupart des jeux de rôle que les joueurs et les joueuses font des choses qui vont un peu mettre le plan aux poubelles, ils ont dit, mais dans les PBTA, c'est central à l'expérience. C'est contre les règles, on l'a dit, les agendas, ça fait partie des règles, c'est le cœur du système dans un PBTA, nous empêche de faire ça. Vous jouez pas correctement, dans le sens que oui, vous pouvez jouer comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas dans le sens du jeu. Donc le jeu va comme se battre contre vous si vous essayez d'imposer un scénario, par exemple. Et il y a les principes. Les principes, c'est des manières, disons, des guides ou des lignes directrices qui permettent de rendre un peu plus concret ce que l'agenda veut dire. Ça aussi, il y en a plein d'exemples qui sont adaptés aux différents settings, aux différents types d'histoires qu'on veut raconter. Mais il y en a qui reviennent souvent, entre autres, de s'adresser aux personnages et non aux joueurs. Ça, c'est important pour garder l'immersion. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie évidemment que les personnes sont là derrière. C'est juste que quand vous adressez comme aide de jeu de façon très concrète, essayez de parler directement aux personnages en utilisant leur nom. Soyez fan des personnages aussi. Et ça peut être potentiellement mal compris parce que c'est pas l'idée que vous devez donner tout ce qu'ils veulent aux personnages. Être fan des personnages, c'est que vous voulez les mettre dans le spotlight. T'sais, vous voulez que ça soit leur histoire qui sont devant. Dans les PBTA, c'est vraiment l'histoire des personnages qui doit être devant. Il peut y avoir un monde quand même développé à travers le jeu. Là. C'est pas contre ça. Puis il y a des personnages d'autres joueurs aussi. Mais au final, on veut voir qu'est-ce qui va se passer avec les personnages des joueurs, des joueuses. Et il y a aussi déléguer des éléments de prise de décision. Ça, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes là, sur la délégation du rôle de maître de jeu. Ben ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup des PBTA. Des fois, sur des trucs que le personnage pourrait connaître. Par exemple, votre personnage dans Dungeon World est un elfe. C'est quelque chose qui est poussé dans Dungeon World que si vous êtes d'une certaine espèce, ben là, vous êtes un peu la, le principal auteur, si on veut. Vous êtes l'auteur de cette partie-là du monde. C'est-à-dire que le maître de jeu peut se tourner vers vous et vous demander Ah, peux-tu me rappeler combien de temps vivent les elfes ou tu reconnais dans cette muraille-là de l'art elfique, c'est quoi les traits qui représentent l'art elfique, t'sais? Des choses comme ça, pour aider au world building, mais il peut y avoir plein de façons de déléguer, ça peut même aller jusqu'à comme ah, là, je suis pas certain qu'est-ce que le monstre ferait dans ces moments-là. Toi qui n'es pas comme directement impliqué, est-ce que tu penses qu'il attaquerait ou est-ce que tu penses qu'il serait de se sauver, tu sais? Des choses comme ça. Donc ça, c'est des principes aussi qui reviennent souvent dans le PBTA, mais c'est pas obligatoire. C'est à chacune, quand on crée son PBTA, de décider. Mais c'est des choses que vous pouvez souvent revoir. Euh, le deuxième niveau, on se rappelle l'oignon, la métaphore de l'oignon. Le deuxième niveau que Vincent Baker identifie, c'est ce qu'on appelle plus proprement parler les systèmes. Donc, les dés, les tiers de résultats, parce que dans les PBTA, généralement, encore là, c'est pas une règle absolue. On a 2d6 qu'on lance, des fois avec des modificateurs qui viennent avec les statistiques. Des fois, on peut lancer un dé de plus, prendre le plus haut, un peu comme l'avantage dans D&D 5. Puis il y a 3 tiers de résultats, généralement sur 2d6. Quand on a 10 plus, c'est un succès complet. Entre 7 et 9, c'est un succès mitigé, donc qui amène des conséquences, ou qui est justement mitigé, donc qui a peut-être moins d'impact que ce qu'on aurait voulu. Puis 6 points, c'est des échecs. Et souvent, dans plusieurs PBTA, les échecs donnent par exemple des points d'expérience pour encourager les gens à pas toujours utiliser leurs meilleures statistiques, par exemple. Dans le système, on peut avoir les dégâts, donc les points de vie s'il y en a. On a les manœuvres de base aussi, puis ça c'est important. Quand je dis manœuvre ou action, ça dépend des jeux, la traduction peut être différente, mais c'est essentiellement la même chose. Donc comment ça fonctionne, les PBTA, c'est que la principale manière dont les joueurs et les joueuses interagissent avec le monde de jeu, c'est évidemment à travers leur personnage et à travers des manœuvres ou des actions. Puis ces actions-là ont toutes un déclencheur qui peut être, par exemple, quand vous êtes un rôdeur,
dans Dungeon World quand vous pistez un ennemi, blablabla. Donc, il faut que le déclencheur se passe dans la fiction. Donc, c'est pas simplement, par exemple, dans un jeu comme Donjon Dragon, on peut dire, bon, je lance ce sort-là. Mais là, généralement, un maître de jeu de PBTA demandera, OK, ben, comment ça se passe, à quoi ça ressemble visuellement, tout ça, pour que ça soit vraiment inscrit dans la fiction. Puis une fois que c'est fait, mettons, c'est un sort vous demande de générer votre énergie ou de vous concentrer, tout ça. Là, vous avez fait le déclencheur, vous pouvez résoudre l'action, rouler les dés. Il y a aussi des actions, des fois, qui prennent pas de rouler de dés. Euh, qui peuvent être des actions plus passives qu'on appelle. Des actions qui permettent aussi d'utiliser une stat au lieu d'une autre dans certaines situations, etc., etc. Et donc, on regarde après ça le résultat, le tiers de résultat. Dépendamment des jeux, ça peut être à différentes personnes de narrer qu'est-ce qui se passe. Comme souvent, le maître de jeu a de l'autorité narrative sur un 6-, parce que c'est une des quelques occasions où le maître de jeu peut utiliser ses actions, parce que oui, il y a aussi des actions, mais dans son cas, c'est des réactions. Et il y a une liste de réactions de maître de jeu qui vient avec chaque PBTA. Et celles-ci peuvent être utilisées dans ces moments-là ou dans certains autres moments, par exemple, quand les joueurs ou les joueuses s'attendent à ce que vous fassiez avancer l'histoire, parce qu'il se passe rien, ou qui vous donnent une occasion en or. Donc, quelque chose qui dit, là, le personnage est vraiment mis dans le trouble, il faut que j'utilise une réaction, puis il y a des réactions plus ou moins fortes. Mais ça dépend. Il y a certains jeux qui, sur certaines actions, permettent aux joueurs ou à la joueuse de décider qu'est-ce qui se passe sur un 6-. Souvent, dans les succès mitigés, c'est là où il y a des options. Par exemple, dans Mask, quand vous faites un combat, quand vous faites des dégâts à l'ennemi, vous pouvez décider que lesquelles de ces options s'appliquent. Par exemple, vous pouvez résister des dégâts parce que par défaut, dans Mask, vous prenez des dégâts quand vous vous battez en mêlée, par exemple. Ou alors vous réussissez à l'impressionner, vous réussissez à faire peur à l'ennemi, des choses comme ça. Fait que vous pouvez choisir des fois dans une liste. C'est ça qui est intéressant beaucoup dans les PBTA, c'est les choix que les actions offrent aux joueurs. Mais ça, je parle vraiment de façon encore là globale. Il y a plein de types de manœuvres différentes qui s'activent à plein de moments différents. Euh, Là, je parle bien des manœuvres de base. Ça, c'est celles qui sont accessibles à tout le monde. Parce que là, quand on rajoute un niveau après, il va y avoir des manœuvres qui vont venir avec les livrets. Mais là, je m'avance un peu. Euh, Parce qu'il y a aussi ça, j'ai dit pour les dégâts, tout ça, mais c'est tout ce qui est de base pour jouer à son personnage. Puis quand je dis que c'est comme des oignons, mais qu'on peut toujours se retourner vers le cœur pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Pour dire, ok, ben, mettons si j'ai oublié c'est quoi les règles pour le dégât, ou alors qu'il y a une arme, je suis pas sûr combien on fait de dégâts. On peut essayer d'y aller avec le système, puis d'essayer de déterminer combien de dégâts ça devrait faire. Ou on pourrait se dire, ben en fait, dans la situation, quand je regarde mes réactions de MJ, quand je regarde qu'est-ce qui se passe, ben je devrais juste tuer un personnage non-joueur. Puis j'ai pas besoin de me demander exactement combien de dégâts ça a fait, c'est juste qu'est-ce qui devrait se passer dans la fiction. Fait que vous voyez comment on peut éliminer ou négliger certaines des règles plus élevées ou dans des niveaux plus élevés en revenant à l'essentiel. C'est vrai pour les niveaux après. Parce que là, on arrive au troisième niveau, qui est les règles un peu plus avancées. Et c'est là qu'on concerne notamment les livrets de personnages. Parce que chacun des personnages, encore une fois, dans la majorité des PBTA, ont des livrets qui remplacent les classes de personnages. Puis les livrets ou les playbooks en anglais, contrairement aux classes, qui ont tendance à être, disons, davantage des espèces de combinaisons de pouvoirs, ou des fois des archétypes, mais qui sont beaucoup axés sur les compétences, sur les pouvoirs, tout ça. Il y a ça un peu dans les livrets, mais moi je dirais que généralement, des livrets d'un PBTA qui est, à mon sens, bien conçu, ils renferment des arcs narratifs. Ils renferment comme vraiment des rôles narratifs que vous allez jouer dans l'histoire. C'est pour ça que souvent, dans les avancements, les règles d'avancement qui sont liées au livret, dans beaucoup de PPTA, il y a la possibilité de changer de livret qu'on a fait avancer l'avancement ou de prendre sa retraite, par exemple d'aventurier ou etc. Parce que vous avez comme vous êtes allé à la fin de ce que votre personnage devait faire dans son arc narratif, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a peut-être pas d'autres après. Euh, un peu comme, mettons, les prestige classes dans Donjon Dragon, mais pas vraiment parce que c'est vraiment. Ou le multiclass, parce que c'est vraiment comme euh, le rôle narratif de votre personnage a changé, puis pas juste comme ses pouvoirs. Donc les livrets ont
des manœuvres spécifiques, ont de l'avancement, ont souvent de l'équipement qui vient avec, donc les règles d'équipement s'attachent là. Hem, quoi d'autre qu'il y a? Au niveau du maître de jeu, peut-être un peu plus, il y a souvent ce qu'on appelle des menaces ou des fronts ou ça, c'est pour représenter l'adversité contre les personnages. Ça avance également, souvent avec des horloges qui sont quelque chose je sais pas si ça a été créé par les PBTA, mais c'est très commun. Entre autres dans les Forge in the Dark, comme Blades in the Dark, qui sont issus des PBTA, pour montrer à quel point avancent, les différentes menaces dans le monde. Ça permet de donner un peu plus de cohérence dans le monde de jeu. Puis un peu d'objectivité ici pour pas juste dire, ben en fait, les plans des méchants avancent juste quand les personnages font quelque chose, ben pas nécessairement. Donc tous ces éléments-là, vous voyez, ils viennent donner un peu plus de densité au système, de venir comme simuler, peut-être pas le bon terme, mais ils viennent ajouter un peu, tu sais, où les choses qui se passent dans votre partie sont moins, comment dire, aléatoires. Tu sais, c'est pas juste les dés et tout ça. Là, on a plus de pouvoir sur l'histoire qu'on raconte. Mais, si vous décidez de pas utiliser le livret, vous pourriez encore utiliser les manœuvres de base sans utiliser aucune des moves qui viennent avec votre livret. Puis, l'expérience du jeu serait quand même conservée pour la majorité. Euh, Puis en fait, il y a des livres de PBTA, comme Brindlewood Bay, par exemple, qui n'ont pas de livret, ou en fait, si on va être techniquement correct, il y a un livret qui est le même pour tout le monde, qui est le livre, par exemple, des mamies dans Brindlewood Bay, des mamies qui résolvent des crimes. Puis ce qui les différencie, c'est comme un pouvoir, un hobby, de l'équipement, tout ça. Mais ça, c'est possible, ça a été essayé avec différents jeux. Il y en a d'autres jeux qui combinent différents trucs pour faire des livrets, des choses comme ça. Les menaces, les fronts, c'est vraiment pas dans tous les livres de PBT. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés comme système. Des fois, il y a des systèmes de communauté, de création de villes, de choses comme ça. Mais au final, on pourrait le faire, on pourrait, ce qu'on dit en anglais, hand wave un peu, tout ça, juste en partant avec les manœuvres et qu'est-ce qui se passe dans la fiction, tout ça. Puis là, à un niveau encore plus élevé, un peu plus dans la stratosphère, on a les ajouts spécifiques à votre campagne. Ça, c'est tout ce qui est personnalisé, ce qu'on appelle en anglais les custom moves. Donc, s'il y a des cas spécifiques qui se passent dans votre aventure, ça se peut que vous ayez besoin de d'autres types de manœuvres qui soient plus précises, qui soient plus adaptées. Puis là, vous pouvez en créer comme vous voulez en tant que maître de jeu. Les règles additionnelles que vous pourriez rajouter. Euh, s'il n'y avait pas ça dans un livre de base, vous me dites, ah, ben, j'aimerais construire sur qu'est-ce qui a été bâti, puis rajouter, mettons, dans l'équipement des sabres laser. Ben là, vous créez un nouveau type d'équipement pour ça. C'est tout ce qui, dans d'autres jeux, sont généralement des règles maison, tout ça que vous pouvez rajouter, mais il y a vraiment un châssis, puis il y a certains livres qui viennent avec des scénarios, par exemple, encore une fois, dans Brindlewood Bay ou dans les jeux similaires. Des fois, avec des scénarios, il y a des moves personnalisé à ce scénario-là. Qui veut dire que pendant que vous êtes, mettons, dans tel endroit, ben, vous avez accès à tel move. Mais pas quand vous sortez. Fait que ça, c'est vraiment intéressant en termes de personnalisation. Vos campagnes, mais c'est pas du tout obligatoire. Généralement, euh, si, mettons, vous êtes dans un jeu médiéval fantastique ou quoi que ce soit, puis que vous voudriez invoquer un démon, ben vous pourrez créer un custom move pour ça, mais généralement, il devrait pas avoir un move une manœuvre de base qui vous permette de faire quelque chose de similaire qui a rapport à la magie ou à votre côté sombre. Ou il y a peut-être un livret aussi qui fait ça spécifiquement, un livret de personnage. Donc, vous voyez, vous pouvez creuser puis revenir vers le cœur. Puis au final, comme y aller avec votre agenda, vos principes. Est-ce que vos principes vous disent que l'histoire doit être cool puis que vous devez euh, créer un monde magique peu importe, ben là, vous pourriez utiliser ça juste pour dire, ouais, en fait, si tu ramasses dans la fiction ces différents éléments-là, ben, tu réussis à invoquer un démon. Puis après ça, est-ce que tu réussis à le contrôler? Ben, ça, on verra. Il y a des façons de faire avec ça. Mais là, les exceptions, parce que j'ai souvent mis comme un astérisque à ce que je disais plutôt, parce qu'il y a des exceptions à tout ça. Je vous avais parlé des jeux sans livret, ou à un livret comme Brindlewood Bay, il y en a qui en ont pas du tout. Sworn, que vous savez, j'affectionne beaucoup, c'est pas des livrets, c'est des atouts, puis les différents atouts que vous pouvez combiner représentent à la fois des
trucs vraiment archétypaux de personnages, à la fois des types de magie, à la fois de l'équipement, tout ça, puis vous commencez avec 3 différents. Donc ça fait une expérience pas mal plus personnalisée, sauf que l'essence d'Iron Sworn puis ses principes, ça, sont quand même assez forts que vous sentez quand même que vos personnages, tu sais, ils sont pas éparpillés pour autant, là. C'est pas juste des combinaisons de pouvoirs ou d'habilités, parce qu'il y a une mécanique qui est plus centrale à l'expérience d'Iron Sworn, qui est la quête, qui est le fait que tout le monde fait des vœux, tout ça. Fait que ça, c'est comme un niveau inférieur, d'un certain sens, qui ferait que les atouts jusqu'à un certain point, on pourrait juste... on pourrait aussi les faire à un autre niveau, on pourrait transformer ça en livret, tout ça, mais si on veut plus de précision, plus de personnalisation ou séparer l'expérience en comme ben, tu sais, on pensait à des classes, mettons que ah ben là, je veux parcourir les terres de fer, mais plus comme en guerrier, ou alors je vais être plus un magicien, tout ça, on pourrait créer aussi des livrets qui sont plus archétypaux. Mais ça a été un choix de l'auteur, évidemment, Darren Sworn. Des exemples sans dés. On a Undyne, qui est un jeu où on joue des vampires. On a aussi les Belonging Outside Belonging, que j'affectionne beaucoup également. Qui, eux, ce qui est intéressant avec les Belonging Outside Belonging, c'est qu'on met pas tout à fait de côté tout ce qui est les 3 tiers de résultats, parce qu'en fait, on a des différents types de manœuvres. Puis dans beaucoup des jeux, Belonging Outside Belonging, c'est appelé Bob, on a des moves forts, des moves faibles et des moves neutres. Donc, les moves forts, pour pouvoir les faire, pour pouvoir faire que son personnage monte toute sa puissance ou est vraiment mis de l'avant dans la scène, il faut avoir fait des moves faibles avant pour accumuler des jetons qu'on dépense ensuite sur les moves forts. Fait que les moves faibles, c'est des choses qui nous mettent généralement dans le trouble ou qui montrent nos faiblesses. Donc, c'est un peu comme des échecs dans les PBTA normaux, alors que les moves forts sont généralement comme des réussites. Donc, vous voyez, ça garde quand même le même type de rythme, le même type de cadence, mais sans être géré par les dés. C'est vraiment les décisions complètes des joueurs et des joueuses qui décident. Bon, là, quand est-ce que je vais avoir un point plus bas dans mon arc narratif, puis quand je vais avoir un point plus élevé. Et les Brownies Hostile Brownies aussi se débarrassent des maîtres de jeu. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse mon, mes vidéos qui parlent de ça, qui parlent des rôles de maître de jeu, puis la façon dont de diviser le rôle de maître de jeu dans les jeux sans MJ. Donc ça, c'en est un qui le fait. Donc il n'y a rien qui empêche dans un PBTA, même si on a dit jusqu'à maintenant qu'il y a quand même un rôle important pour le maître de jeu, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré le pouvoir narratif des joueurs et des joueuses, il y a quand même toutes les réactions de MC. Le MC, maître de cérémonie, s'occupe de l'agenda, des principes dans beaucoup de ces jeux-là. Il doit improviser sur le tas, tout ça. Fait qu'il y a quand même une autorité narrative qui est indéniable dans le PBTA, qui revient au maître de jeu. Mais c'est possible de s'en tirer sans. Puis au final, si vous devez retenir quelque chose de tout ça, c'est que le point le plus important pour comprendre un PBTA, c'est de commencer par ses agendas, ses principes. C'est quoi le type de partie qu'on veut faire, c'est quoi l'expérience qu'on veut avoir. Parce que c'est pas vrai dans un PBTA qu'on peut jouer n'importe quoi avec un système, par exemple, comme Mask, qui est même pas juste un système de super-héros, qui est un système de super-héros adolescent. Vous pourriez le jouer comme une game de Marvel, tout ça, mais vous allez, encore une fois, vous battre un peu contre le système parce que si on regarde un peu plus profondément dans Mask, c'est pas tant un système de super-héros que c'est un système de drame adolescent. Puis c'est pour ça que à sa base, tous les personnages ont toutes des statistiques qui équivalent à la façon dont ils se voient, donc des éléments de leur identité, comment l'influence est une mécanique centrale qui permet aux adultes puis à vos compagnons de changer la façon dont vous vous voyez. Puis oui, il y a plein de livrets avec différents arcs narratifs, mais c'est ça le cœur. Le cœur du jeu, c'est la façon de donner de l'influence sur les autres, d'en gagner sur les autres, etc. Euh, Puis autour de ça, autour des agendas et des principes qui vous aident à guider la conversation, on revient à ce que j'ai dit vers le début, qui était euh, l'idée de la fiction en premier, le fiction first, qui a souvent été, bon, un peu à toutes les sauces, mais c'est vraiment important, c'est le positionnement fictif. C'est qu'est-ce qui se passe dans la fiction, c'est toujours à ça qu'on doit revenir. Ça veut pas dire que les mécaniques sont pas importantes, que les lancer des dés, tout ça, c'est excitant lancer des dés, ça permet de faire des hauts puis des bas, tout ça. Mais des fois, il faut juste regarder qu'est-ce qui se passe. Demander comme là, est-ce que les dés ont été nous aideraient? Est-ce qu'ils ont peut-être
tu sais, ça se peut là, une partie où vous roulez toujours des échecs, puis vous avez l'impression qu'il y a pas de tu sais, ça remonte jamais, tout ça, puis le maître de jeu dans un PBTA doit s'arranger en étant fan des personnages pour pas que ça soit juste comme, juste aller de plus en plus vers les abysses, là, tu sais. Il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'il y ait un rythme dans la conversation. Fait que c'est se demander, bon, qu'est-ce qui aurait du sens, là, qui se passe? Ou qu'est-ce qu'on peut amener pour prendre de nouveau la partie excitante, tout ça? Hem, Puis de toujours se demander qu'est-ce qui serait bon pour la fiction? Heu, Si vous partez de ces principes-là, si vous connaissez bien votre, tu sais, votre livret, c'est quoi son objectif de votre livret de personnage, si vous en avez. Hem, Si vous avez étudié les manœuvres de base qui généralement sont pas si nombreuses que ça ou si complexes. Quand dans des jeux comme Iron Sworn, il y a beaucoup de manœuvres, souvent sont très spécifiques, comme des manœuvres de combat, vous avez pas besoin de les regarder avant les combats. Il y a des manœuvres quand vous êtes en ville, vous avez pas besoin de vous en occuper quand vous êtes pas en ville. Donc, une fois que vous avez ces différents éléments-là, vous pouvez approcher pas mal n'importe quel PBTA. Euh, Puis le maître de jeu a vraiment juste, comme je disais, les réactions. Et d'un côté, il y a des complexités de maître de jeu dans PBTA, mais comme vous n'avez pas besoin de rouler de dés, parce que c'est juste les joueurs et les joueuses qui roulent des actions, vous avez des réactions, ben ça vous enlève un peu un poids, puis c'est juste à vous de trouver votre rythme, et de trouver quand est-ce que vous devez utiliser une action en accord avec la fiction. Et là-dessus, je me rends compte que, bon, la vidéo commence à durer, puis il y a pas mal de choses à dire sur les PPDA. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais continuer à aller creuser un peu. Puis ce que je veux avoir de votre part, si vous voulez bien, c'est vos questions. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir sur les jeux propulsés par l'Apocalypse? Puis je vais essayer d'en faire une deuxième vidéo de style questions et réponses. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire à ce propos, puis je vais vous préparer ça prochainement. Merci beaucoup et à la prochaine.